Merci d'écouter la radio Bien-être. Je suis Marie-France No et bienvenue à l'émission Comment fais-tu? Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Lynne Pillon, professionnelle du deuil, de la vie et de la résilience. Lynne, dis-moi, comment fais-tu? Bonjour Lynn, bienvenue à l'émission Comment fais-tu? Ça va de soi qu'aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question Comment fais-tu? Et on va en parler pendant les prochaines minutes. Juste avant de démarrer, j'aimerais que tu te présentes parce que tu travailles dans un domaine qui est vraiment particulier. Il y a peu de gens aussi qui s'affichent dans le deuil et la résilience. Puis toi, tu as vraiment parcouru, mon Dieu, je vais vraiment te laisser te présenter parce que tu as fait TEDx, tu as fait des émissions de radio, des livres et tu as encore plein d'autres événements qui s'en viennent, sans compter tes webinaires. Alors, vas-y, je te laisse te présenter. Bien, en premier, Marie-France, merci. Merci pour l'invitation. En fait, je me considère, puis on me considère aussi comme une professionnelle du deuil, de la vie puis de la résilience. Puis ça me mange quoi en hiver, ça? Oui. Oui. En tout cas, c'est pas nécessairement plate. C'est pas parce que la thématique du deuil fait souvent un lien avec la mort. C'est drôle parce que dans ma tête, le lien qui se fait le plus facilement, c'est entre le deuil puis la résilience. Fait que moi, je considère que quelqu'un qui apprivoise son deuil, c'est quelqu'un qui apprend à se connaître, qui apprend à apprivoiser tout ce qui se passe dans la vie, puis les couleurs aussi qu'il y a dans la vie. Fait que c'est un peu ça que je fais. Puis j'ai décidé de le faire via Internet. On est en 2016, oui, on peut le dire, je pense. Puis, en tout cas, c'est une nouvelle voie. Ça fait plusieurs années que j'y vais par Internet aussi. On m'avait dit que ça serait bien, bien difficile. Moi, l'avantage de ça, c'est que ça rejoint dans la francophonie plein, plein de gens qui ont besoin de lire puis d'entendre parler de ça. C'est vrai, tout à fait. Tu Mm. as tellement bien utilisé les médias par rapport à ça, parce que tu es active sur Facebook, LinkedIn. Je sais que tu fais affaire aussi avec l'Europe, hein, vous avez plusieurs échanges sur différents sujets. Parce que justement, j'aimerais ça que tu nous parles de qu'est-ce qui t'a attiré dans le sujet du deuil. Parce qu'on ne vient pas au monde, tu sais, comme ah, je vais travailler dans le deuil, moi, dans ma vie. Ou encore, peut-être qu'il y en a d'autres qui diraient autre chose. Mais toi, là, c'est quoi ton histoire en arrière du deuil? C'est certain que, comme tu dis, il y a une histoire en arrière de ça. Puis la mienne, ça a commencé bien, bien jeune. Ceux qui vont écouter, par exemple, le TEDx vont s'en rendre compte, là, ça a commencé vers 4 ans, là, que j'ai eu un premier lien avec la mort, avec des petits chiens. Comme bien des enfants vont avoir leur premier lien avec la mort et avec le deuil, c'est souvent par rapport avec un animal. Puis après ça, ben, j'en ai eu couramment, là, presque à tous les ans, les 2 ans, il y avait quelqu'un, soit un ami à 5, 6 ans qui est mort, un autre à 7 ans. En tout cas, j'en ai eu régulièrement. À l'adolescence, j'en ai eu encore plein, puis de différentes façons qui sont décédés, que ce soit un accident d'auto, une noyade, mort brûlée, ou en tout cas, des suicides et tout ça. Fait que, puis quand je suis arrivée au cégep, là, je me disais, il est encore arrivé des décès, puis il y en a qui me disaient, c'est la première fois que je connais quelqu'un qui meurt, puis il était rendu quand même à 18 ans, là, à peu près. Mais moi, dans ma tête, là, ça faisait partie bien, bien gros de la vie, puis je pensais que tout le monde connaissait plein de morts dans leur milieu, puis là, j'ai réalisé que c'était pas ça du tout, qu'il y en a qui voulaient pas en parler, qui étaient mal à l'aise à parler de ça, puis que soit que ça leur faisait peur ou que c'était bien, bien tabou. À partir de là, moi, ça a fait, OK, je vais commencer à prendre conscience de ce qui se passe. Fait que j'allais dans la bibliothèque au cégep, à l'université, puis juste des fois pour aller lire là-dessus, pour voir aussi la résilience. Quand Boris Cyrulnik a commencé à en parler, là, ça a allumé beaucoup de cloches, mettons, dans ma tête. Parce que là, je me disais, ah,
OK, il y en a un qui comprend qu'on peut passer à travers, puis que, il y avait Martin Gray aussi dans le temps, que ma mère, elle m'avait, présenté ses livres, ses ouvrages, puis que lui, on connaît un peu son histoire, hein, sa famille. Premièrement, il a été dans les camps, nazis, puis, après ça il y avait eu une famille, sa famille, tous les membres ont brûlé dans la maison, fait que puis lui, il a continué à aimer la vie quand même, malgré puis à cause, comme je dis souvent. Fait que là, ça semait des graines en moi, puis, je me disais: «OK, faut que les gens comprennent que plus tu en parles, mieux tu te sens, plus c'est zen à quelque part». Fait que c'est un peu pour ça que moi, j c'est toute cette histoire-là que j'ai en arrière de moi qui a amené, je dirais une passion. Parce que je me dis, si les gens comprenaient plus comment c'est, comment c'est bon d'en parler, de parler soit des personnes qui sont mortes ou soit de pouvoir exprimer que oui, j'ai été violée, puis oui, il faut que j'en parle. Tu sais, je l'ai été moi-même. Puis à un moment donné, il a fallu en thérapie, j'en parle, puis on m'avait dit d'en parler à un garçon. Ce qui est pas évident parce que c'est quand même un homme qui t'a violée. Puis quand je l'ai dit, j'ai tellement été bien accueillie, puis on m'avait dit: «Pourquoi tu en as pas reparlé avant?» Là, je disais: «Ben, c'est sûr que je vous dirai pas ça autour d'une bière ou d'une coupe, là, puis en passant, j'ai été violée, v'là 3 semaines». Fait que, tu sais, c'est des choses qu'il faut apprendre à mettre en bouche, puis oser le faire. C'est le côté victime, le côté culpabilité, puis toutes ces choses-là qui souvent vont empêcher, comme la femme violentée, puis tout ça, qui vont empêcher d'oser en parler au grand jour. Mais ça fait tellement bien. C'est vrai que ça fait du bien, hein, d'arriver à mettre des mots ou à exprimer ce qui est à l'intérieur. C'est comme sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Mhm. Puis la réaction de ceux qui t'entourent quand tu parles de ce genre de sujet-là, ça se passe comment? Maintenant, Oui, maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est mieux, c'est mieux perçu. Euh, Quand je me rappelle au cégep dans le temps, là, je parlais un peu de ces choses-là, puis on me traitait d'hurluberlu, puis arrête de parler de ces affaires-là, ça dérange. oui, c'est ça. Puis mes parents sont décédés d'un accident d'auto en 89. Puis j'étais à l'université, non, je pas vrai, j'étais pas à l'université, mais en tout cas, ma fille, quand elle est rentrée à maternelle, l'année d'après, elle me disait: «Maman, tu peux pas parler de papi puis mamie». Elle dit: «Ils sont morts». Elle dit, puis elle dit: «On dirait qu'ils veulent pas, là, les professeurs». Puis, fait que je dis: «Attends un petit peu, là. On va faire pour que les gens en parlent». Mm. Puis, pendant que j'allais à l'université, j'avais écrit un livre, justement, ben, en tout cas, un manuscrit toujours bien, justement pour permettre à ma fille de dire: «Regarde, oui, c'est vrai ce que tu as vécu, puis tu vas en parler, puis moi, je vais t'accueillir là-dedans, puis tu as de la peine, puis tu as de la joie, puis tu as des beaux souvenirs. On va en parler de ça». Puis après ça, j'ai fait de la suppléance. J'allais dans J'étais au primaire dans ce temps-là, puis je demandais souvent aux enfants de quoi ça leur tentait de parler. Puis ça revenait régulièrement: «J'aimerais ça parler de mon papy qui est mort parce que je peux pas en parler beaucoup à la maison». Fait qu'on parlait de papy, d'un petit frère, d'un grand-parent, d'un papa, puis fait que là, ça leur permettait à ces jeunes-là d'extérioriser ça. Puis à peu près, une vingtaine d'années après, là, j'étais rendue aux adultes. J'enseignais aux adultes, les jeunes adultes. C'était la même affaire le vendredi. Souvent, je leur disais: «Bon, ben, ça vous tente de parler de quoi, là? On va finir la semaine en parlant des choses qui vous intéressent vraiment, là». Puis, quitte à écrire là-dessus, parce que j'enseignais le français. Fait que, puis c'était souvent le suicide qui revenait, l'abandon, les abus sexuels, puis ces choses-là. Puis là, je leur disais, je leur faisais comprendre que c'était des deuils de la vie. Parce que le deuil, c'est pas juste la mort. Mm. Là, les yeux qu'il y avait, c'était tellement beau à voir, là. C'était comme: «Ah, mon Dieu, enfin, on peut en parler, puis elle est pas mal à l'aise». Fait que ça leur permettait d'échanger, même entre eux autres, qu'ils se contaient des histoires qu'ils savaient pas pantoute. Puis, tu sais, tu peux pas deviner en regardant la face à quelqu'un qu'est-ce qu'elle a vécu, là. Fait que, des fois, il y a des sourires qui cachent beaucoup de choses, là.
Fait que ça leur permettait d'avoir des discussions de fond sur des vraies affaires, puis de s'échanger des outils entre eux autres. Je trouvais ça tellement beau. Puis à cette heure, ben, je me fais remercier. Je me fais remercier dans le sens, pas dire merci, bonjour, là, mais remercier dans le sens de merci d'en parler. Parce qu'on m'a souvent dit arrête d'utiliser le mot mort, arrête d'utiliser le mot deuil. C'est trop dérangeant, les gens sont pas prêts à ça. Puis quand j'ai fait ma conférence au TEDx, je l'avais intitulée La mort n'est pas une maladie contagieuse. Ça donne pas de bouton. Ça donne un peu le ton. Oui, ça peut être triste, la mort. Puis oui, selon la personne qui est décédée, le lien d'attachement, puis la façon, un enfant qui décède, c'est jamais bien, bien le fun, là. Un enfant qui se fait tuer par un parent, c'est pas Ouais. plus cool, là. Il y a différents types, tu sais, qui se suicident mais moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est quand on parle de mort, c'est d'en parler puis de ne pas se comparer parce qu'il n'y a pas un deuil qui est comparable à l'autre. Oui. Chaque expérience appartient à la personne. Oui, exactement. Ouais. Perception. Mais justement, ça me fait penser, comment toi tu fais pour amener les gens à en parler? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont rester enfermées à l'intérieur d'elles. Ils sont en train de vivre une émotion vraiment particulièrement forte ou déstabilisante. Ou, regarde, c'est pas un sujet qui est nécessairement gai à parler. Hein? Mhm. Je sais que toi, tu arrives à mettre de la joie dans ce sujet-là. Ben, de la joie, c'est un grand mot, là. C'est dur de mettre de la joie quand tu sais, que tu as accouché d'un enfant mort-né, mais c'est d'accueillir ça, là, c'est surtout d'accueillir ça avec plein d'amour. Je peux pas dire que je vais mettre de la joie, mais je vais mettre plein d'amour, par exemple. Puis que pas de jugement, c'est surtout ça, d'être là, pour que la personne puis plein de douceur. Je pense que l'amour, la douceur, l'écoute, c'est ce qui est gagnant avec les gens qui vivent des drames, là. Oui, Peu importe le drame, tu as pas besoin de te sentir jugé, tu as pas besoin de te sentir, déprécié, de te faire sentir culpabilisé, puis peu importe le deuil, c'est de sentir que tu es cocooné, là, quelque part. Tu es enveloppé dans une bulle d'amour, là. et Dieu sait qu'on en a besoin quand ça arrive aussi, hein? Oui, Ouais, oui. de cette bulle d'amour-là. Mmh. Dis-moi justement, toi, comment tu y es arrivé tu me parlais à un moment donné qu'il y avait un aspect de culpabilité, justement, on se sent quasiment coupable de vivre des émotions ou de vivre autre chose. Comment tu arrives, toi, à diminuer ou à mettre de côté ce sentiment de culpabilité-là? Je suis pas meilleure que les autres. Non? Donne-moi des trucs, partage ça. Il y a Ah plein oui! de gens là, qui Ben, se sentent coupables de toutes sortes de choses. il y avait un truc que moi j'ai pratiqué, puis ça a l'air bien, bien nounou, mais des fois, c'est ce qui a l'air absurde qui aide beaucoup. C'est mettons qu'on se sent coupable, là, qu'on a une pensée de culpabilité que ah, c'est de ma faute, puis ah, j'aurais pas dû aller là, ou j'aurais pas dû faire ça, ou j'aurais dû l'appeler, ou j'aurais dû. Les j'aurais dû, là, euh, j'aurais pu, j'aurais dû. euh, Moi, j'allais me mettre de l'eau sur les poignets. Tu sais, comme pour laver cette culpabilité-là, puis l'envoyer, OK. comme pour dire, regarde, dans le moment où ça s'est n'importe quoi est arrivé, c'est ce que tu as fait, c'est comment tu as réagi, c'est ce que tu as dit, c'est ce que. Regarde, accueille-toi là-dedans, tu as fait du meilleur que tu pouvais dans ce moment-là. Fait que culpabilise pas. C'est facile à dire, là. Puis c'est sûr qu'il faut le travailler comme n'importe quoi, mais ça se travaille, ça s'apprivoise tout ça. Ça fait partie des états du deuil, veut pas aussi, là. Fait que moi, j'appelle ça les états au lieu de dire les étapes. Ben, c'est bien Parce les que, ouais, ben, j'ai entendu une anthropologue dire ça à un moment donné à un colloque, puis là, j'ai oublié son nom, là, mais j'ai tellement aimé ça.
Parce que des étapes, les gens vont penser qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu sais, ça va être soit linéaire ou une après l'autre, puis faut pas que je la saute une. Puis les états, c'est comme un tourbillon, là, je trouve. Là. Tu peux toutes les vivre ou pas en vivre une, ou tu peux te geler les émotions d'une certaine façon. C'est ça qui arrive quand tu vis un deuil. Le cerveau gèle plein d'affaires. Puis, mais t'en pognes une à la fois, puis tu la vis cet état-là, puis tu peux en vivre deux, trois en même temps, puis c'est bien correct. Puis il n'y a pas de nombre d'états, là. C'est juste, Freud, il avait donné ça comme référence. Mais c'est pas, si on lit sur le deuil à un moment donné, vous allez réaliser ça que c'est juste à titre de référence. Il y en a qui vont en mettre 5, il y en a qui vont en mettre 3, il y en a qui vont en mettre 7. C'est, Puis toi, selon toi, il y en aurait combien? moi, je mets pas de nom. Pas de nombre. Fait qu'il y en a énormément ou il y en a plus. Ça appartient à chaque personne, c'est Ça ça? appartient à chacun, puis je suis pas là pour dire «T'as-tu vécu ça, toi, là, là?» Ouais. Non, parce qu'il y en a qui disent «Ah là, je suis rendue à telle étape, à telle. Moi, je trouve ça un peu loufoque quand j'entends ça, parce que je me dis OK, tu penses peut-être que tu es rendu là, mais dans 3 ans, ça se peut que tu reviennes là, là. Parce qu'un deuil, des fois, on pense qu'on l'a bien apprivoisé. Moi, j'aime mieux dire apprivoisé parce que c'est quelque chose qui s'intègre plus que dire je vis mon deuil, puis après ça, j'ai fini. Parce qu'un deuil, ben, ça peut durer, tu penses l'apprivoiser, puis tu es correct pendant un grand nombre d'années, puis whoop, il arrive quelque chose. Mettons que ta sœur est décédée quand tu Ouais. étais jeune, tu vis certains états, puis là, whoop, je sais pas, à 30 ans, tu réalises, mais mon Dieu, je suis enceinte, puis ma sœur, elle verra jamais mes enfants. Il y a encore quelque chose qui se passe là, par rapport à ce deuil-là. Fait que c'est ça, là, tu sais, c'est des états. C'est des états. Des Des états. états. Des états. Mm. J'aime ça, moi, le mot état. Je m'en sers beaucoup aussi. Mm. Apprivoiser le deuil, j'avoue que apprivoiser le deuil ou apprivoiser autre chose, pour toi, apprivoiser, ça se passe comment? En douceur, Comment? En douceur. c'est ça. Tu sais, comme le renard dans Le Petit Prince, là. C'est un peu ça, là. Moi, Fais-moi donc l'histoire. eh my God, hein? C'est que le petit prince, il voudrait à quelque part être tout de suite ami avec le renard. Puis le renard, il dit Ah non, oui. reste-toi là, puis je vais apprendre à te connaître avant. Tu sais, c'est un peu ça, là. Faut que j'apprenne à savoir qui tu es, puis après ça, ben, je vais m'avancer, puis tranquillement, on va être des amis. C'est un peu ça, apprivoiser. C'est pas dire que tu vas être ami avec ton deuil, mais presque. Tu sais, c'est dire que c'est quelque chose que tranquillement tu intègres. Tu sais, je me rappelle pas qui disait ça, là, qu'un deuil, c'est un peu comme une plaie qui est en train de cicatriser. Tu sais, il y en a qui mettent plus longtemps, mais il reste toujours un petit quelque chose, hein, une plaie qui cicatrise. Fait que c'est un peu ça le deuil pour moi, là. Puis on sait que même si elle est cicatrisée, comme tu disais à l'occasion, il y a des souvenirs qui vont revenir, il y a quelque chose qui va déclencher. Comme quand justement, quelqu'un va me toucher une cicatrice en dessous, la Ouais. blessure est là, hein? Oui, puis cette cicatrice-là fait souvent de toi la personne que tu es devenue. Euh, J'étais un coloc à un moment donné, puis il y avait une des femmes, quand il y a eu à Montréal, là, mon Dieu, comment ça s'appelle? C'est pas au HEC, c'est Ah, la tuerie à la Polytechnique? à Polytechnique. Puis ce qu'elle disait, c'est qu'elle a encore elle a failli mourir, là. Ses amis, elle a fait semblant d'être morte quand lui est entré dans la salle pour revenir voir, puis elle était avec ses amis qui étaient mortes autour d'elle. Puis elle a des cicatrices. Puis ce qu'elle dit quand elle a eu des enfants, c'est que il demandait c'était quoi, hein? C'est des tirs des cicatrices de balles. Puis elle dit, elle a pu expliquer son histoire à partir de ses cicatrices à ses enfants. Mmh. Puis expliquer pourquoi c'est important de respecter les femmes aussi. Puis, tu sais, ça lui a permis, ces cicatrices-là, de faire une certaine éducation, puis à elle de devenir la personne qu'elle est devenue, là. Oui, C'est une personne hyper inspirante, là. c'est vrai. Ben Mm. oui, c'est une belle histoire. Oui. Ouais. Ça me fait penser justement
tu sais, les valeurs des gens, là, c'est important, hein, les valeurs. Mhm. Puis, ce sur quoi comment je pourrais dire ça? Les mots me viennent pas, parce que j'ai comme un état, vois-tu, qui monte en moi. Puis ça me fait penser à quand le chien m'avait mordu au visage quand j'étais jeune, là, puis la Mhm. cicatrice qui est ici, qui paraît plus. Puis, il y a des choses, des apprentissages qu'on fait à travers ces expériences de la vie, qui des fois sont plates à dire, mais c'est des mal nécessaires, hein? Ou, Mhm. moi, je trouve que Ben, c'est des évolutions. Puis quand on décide, parce qu'il y a une prise de décision aussi, ben, d'apprendre, ben, d'apprendre, puis de continuer le chemin vers l'avant, au lieu de rester pris dans le passé, puis de... c'est là que je trouve que la résilience entre en jeu, là. Que Oui, la personne, souvent, les personnes vont être démunies. Ils vont être dans l'émotion, puis c'est normal. On est dans une émotion pendant X temps, là, puis c'est bien correct comme ça, là. Puis après un certain moment donné, certaines personnes ont de la misère à se sortir de cette émotion-là, de cette bulle-là, là, du avant. Puis, parce que moi, je dis souvent que le deuil, il y a un avant que ça allait, ça allait bien ou modérément bien, mais c'était très vivable dans sa vie, par exemple. Là, il arrive un événement ou une mort ou quelconque expérience plus difficile. Là, il y a le deuil à apprivoiser. Puis, on apprivoise ce deuil-là souvent avec les outils de résilience. Puis, il y a le après. Mais pour arriver au après, pour être plus serein, pour être zen, pour être bien avec soi, c'est d'oser aller chercher de l'aide ou d'oser dire ouf, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça, là? oui, oui, qu'est-ce qu'on À fait? Oui, partir de là, moi, avec le vécu que j'ai, là, avec ce que j'ai le goût de faire dans ma vie, c'est quoi que je fais? Où je commence? C'est souvent ça qui fait peur, là. Des fois, c'est juste de sortir de la maison, puis on n'est même pas capable. Tu sais, ça va jusqu'à là, là. Euh, on devient agoraphobe, mais ça, j'ai connu ça. Si je voulais sortir, ben, j'ai fait une grosse dépression après multiples événements. Puis, je n'osais même pas sortir. Puis, si je sortais, j'avais à conduire mon auto, je n'osais même pas regarder dans le miroir de peur de voir du monde, parce qu'il ne fallait pas que je voie de monde. Puis, il fallait que je sorte. Je te dis des affaires absurdes, là, avec un chapeau sur la tête, parce que j'avais l'impression d'être protégée, d'être ah, cachée. oui, c'est bon. À quelque part, là, OK. que les gens n'y avaient pas accès. C'est bien, bien fou, des fois, ce qui se passe dans le cerveau. Mais si ça fait du bien, faites-le. Oui, Moi, c'était ça. Si j'avais pas mon chapeau, là, je transpirais, les palpitations, c'était l'enfer. Si j'avais mon chapeau, c'était un petit chapeau qui venait de Ouagadougou en Afrique, puis mon oncle m'avait amené. J'avais l'air d'une hurluberlue, mais je m'en foutais. Parce qu'avec ça, là, j'étais protégée. Puis les premières fois, c'était même pas assez. Il fallait qu'une amie vienne me chercher, puis qu'elle me tienne la main. Imagine, c'était comme réapprendre à être avec les autres humains, là. Des fois, ça part de loin, là. Fait que, puis qu'une amie, tu sais, il y a beaucoup de regards par rapport aux gays, lesbiennes et tout ça. Puis qu'une amie ose venir me chercher puis dire OK, moi, je vais te donner la main puis je vais être là. Tu sais, c'est gros, là. Fait que les gens alentour ont parfois pas idée comment ils peuvent aider par des petites affaires. les petites affaires, c'est vrai, Petits hein? gestes de rien, Oui, de oui, dire je te prends comme t'es puis c'est correct. Je te juge pas, puis les autres, ils nous regarderont, ils penseront ce qu'ils voudront. Puis elle se mettait un chapeau sur la tête, elle avait. Tu sais, c'était comme c'est cute. elle embarquait dans ma bulle, puis c'est ça. Fait que les gens, je peux comprendre ce qu'ils peuvent vivre quand ils vivent des gros, gros chocs, là. J'ai une mousse de bonne idée du feeling. Et quand ils viennent te voir ou ils te contactent, ils prennent contact avec toi, habituellement, la première approche,
Ça se passe comment? Ben moi, j'ai un questionnaire sur mon site internet. Puis c'est comme ça, j'offre un 30 minutes, j'appelle ça mes frais, pour voir c'est quoi son besoin à la personne. Puis par le questionnaire, ça me donne un peu une idée aussi. Puis voir si je suis la bonne personne pour l'accompagner dans sa démarche, là. Parce que je fais de l'accompagnement au deuil, puis j'appelle ça aussi l'accompagnement sur la route de la résilience. Fait que si la personne, euh, je sens que je peux pas, j'ai pas tous les outils pour l'accompagner. Moi, je peux la référer parce que je suis pas psychologue, je suis pas travailleuse sociale, je suis pas coach PNL, je suis pas rien de ça. Je suis Lynne Pion, professionnelle du deuil, de la vie et de la résilience. Fait que si je sens que c'est hors de mes capacités, je vais la référer. Sinon, ben là, on va discuter ensemble au téléphone. Puis après ça, ça peut être des rencontres par Skype ou ça peut être même en présentiel, dépendamment si c'est en Europe, c'est où. Ben oui. Mm. Ah, écoute, c'est toujours un plaisir de te poser plein de questions, puis il me reste encore beaucoup de minutes avec toi. Cool! Y a-t-il un petit exercice que tu aimerais partager avec les gens ils peuvent faire ça au quotidien ou toi, ça t'a beaucoup aidé? Quelque chose que tu aimerais partager? Oui, une affaire là, que je fais depuis que j'ai 12 ans. Hmm. Ça a été, je pense, c'est ça qui a semé la graine de résilience dans moi. Puis c'est un frère qui nous enseignait la catéchèse dans le temps. Puis je me rappelle plus trop là, ce qu'il disait, il nous avait fait dessiner notre main. Puis il disait, mettons qu'il y a pardon, s'il vous plaît, puis je sais pas trop quoi. Puis le petit doigt, l'auriculaire, c'était merci. Il dit, on dit jamais assez merci. Oubliez pas, parce que dans ce temps-là, c'était la catéchèse qui nous enseignait puis tout ça, oubliez pas de dire merci dans la vie pour qu'il devienne le plus long doigt dans votre tête. Wow! Fait que à partir de là, j'ai tout le temps gardé ça dans ma tête, le merci, le merci. Fait que le matin, quand je me lève, puis mettons que mes parents ont aidé pas mal aussi, là. Mon père, il disait, «Tu chanceuse», mettons que j'étais un peu bougonneuse, là. Ça m'arrivait, il disait: «Tu chanceuse, tu t'es réveillée vivante, toi, un matin». Il dit: «Il y en a qui le sauront pas, ils se sont réveillés morts». Fait que ça faisait comme dire: «Regarde, merci la vie», là. Puis le soir, c'était la même affaire. Quand je me couchais, je disais: «Merci pour la belle journée que j'ai eue». Peu importe ce que j'avais eu, merci. Parce qu'il y a tout le temps au moins quelque chose de beau qui est arrivé dans la journée. Puis je disais: «Merci pour la nuit, la belle nuit que je vais passer». Fait que ça, depuis que j'ai 12 ans, puis j'en ai 52, que je Wow! fais ça tous les matins, tous les soirs. Tout, tout, tous les jours. Il n'y a pas une journée depuis cette journée-là, là, que j'ai passé sans dire merci le matin, sans dire merci le soir. Déjà, ça, là, Mhm. une grande réalisation, je pense. Puis ça, c'est le petit doigt? Ouais. Moi aussi, j'ai fait cet exercice-là. J'appelle ça mes miracles de la journée. Ah, Oui. Fait que ça, c'est tout ce que je repasse comme le film de la journée, là, puis je dis, ah oui, merci, ça c'est un beau miracle, ça m'a fait du bien. Tout à fait. ok. Très apaisant quand on dort aussi, de voir tout le côté positif, là, mais c'est pas tout à fait le mot que je voulais prendre. Le bon côté de la journée. Ouais, puis même à ça, moi, je m'arrête même pas à penser à c'est quoi que j'ai eu vécu. C'est juste merci pour la belle journée que j'ai passée. Oui, ici, oui. Parce que j'essaie de pas trop me casser la tête non plus, à vivre en arrière ou à vivre, c'est correct, là, tu sais, Oui, mais oui, c'est bon, oui. ouais, je sais, c'est juste là, présentement, je t'avais de m'endormir, là. Fait que merci pour la belle journée. Puis mes parents, ils étaient, là, moi, je suis très heureuse présentement. Fait que je me sens moins extraterrestre parce que mes parents, ils l'étaient un peu. Mettons, ils sont morts en 89, fait que ça fait 20 quelques années, hein. Puis déjà avant, là,
dans le temps qui était très vivant, là. Dans le temps que, mettons, j'étais adolescente, puis j'avais 14, 15 ans. Ils sont morts, j'avais 26 ans, je pense. Ils nous disaient, ils allaient faire des retraites de yoga aux États-Unis, ou en tout cas, toutes sortes d'affaires dans le temps qui paraissaient très, très funky, là, flyy. Puis quand ils revenaient de là, ils nous disaient, bon, on est chanceux, on est vivant, puis tout ça, ça revenait très régulièrement. Puis pour réussir dans la vie, puis pour être heureux dans la vie, puis tatati tatata, faut encore dire merci. Fait on dit merci pour toutes nous autres. Merci pour le beurre, merci. Avant, au lieu de dire, me passerais-tu une tranche de pain? Merci pour la tranche de pain. Puis, des merci chez nous, là, il y en avait. Merci pour le sel, merci pour. Fait que c'est ça. On a été élevés dans le merci puis dans la gratitude à quelque part. Fait que c'est déjà ça, là, c'est une bonne affaire, je pense. J'imagine que ça fait partie de tes valeurs, hein, quelque part, hein? Ça fait partie de ce qui est important dans ta vie. Pas mal. Oui. C'est à compter toutes les autres. C'est quoi, toi, justement? Qu'est-ce qui est important vraiment pour toi, ouais? Ben, j'aime bien les gens qui sont authentiques, qui n'ont pas de masque, là. Tu sais, quand j'étais jeune, ado, cégep, fin polyvalente, j'écrivais beaucoup de textes, de poésie, puis c'était souvent sur les masques, que j'avais hâte que les gens enlèvent leurs masques, qu'ils arrêtent de faire semblant, puis qu'ils répondent pour vrai aux questions, puis qu'ils disent vraiment, quand tu demandes comment ça va aujourd'hui, ben, c'est pas juste, ah oui, ça va, bye bye, salut, là. Moi, j'étais beaucoup, tout ce qui était léger comme conversation, je trouvais ça bien plate, déjà, là. Moi, j'aime ça, j'aime l'humain depuis des années, j'aime l'humain pour ce qu'il peut apporter, fait que j'ai beaucoup de respect pour l'humain, là, pour la personne humaine, puis que de tous les niveaux, là, de tous les âges, j'aime apprendre. Fait Oui. que on apprend des enfants, j'ai été famille d'accueil, j'ai tellement appris avec les enfants. J'ai travaillé avec des personnes âgées dans un centre de personnes âgées. Je fais de l'accompagnement en fin de vie, fait que j'apprends de tous les âges, partout. Puis c'est beau, c'est beau. Moi, je trouve que c'est quand tu les regardes dans les yeux, ces gens-là, que tu vois, là. C'est vrai, hein? On Ah, dirait qu'on voit l'âme, là, à ah, travers c'est les incroyable. yeux. Oui, C'est incroyable. De voir ce qui vit dans le cœur de la personne. oui. Ça, c'est important pour moi, l'authenticité. Euh, ben, le respect entre personnes, puis, tu sais, des fois dans la vie, là, on fait, moi je dis souvent, la vie, c'est comme un autobus. Tu embarques à un moment donné avec des gens, il y en a qui débarquent, puis toi, tu débarques, puis c'est pas tout le temps au moment où tu t'en attends. Puis c'est encore, ça fait partie des deuils de la vie. Mais moi, je pense que se respecter soi-même, c'est très important aussi. Mhm. Parce que en te respectant, tu arrives un peu plus à respecter les autres. Mais tu sais, je suis pas parfaite. Fait que j'essaye beaucoup de prêcher ça, là, puis de le vivre aussi, là. J'essaie bien gros de mettre en pratique ce que les textes que je mets, les vidéos que je mets, ou quand je fais comme ça, des émissions, là. Si je ne le mets pas en pratique, j'en parlerai pas parce que ça serait pas en ligne avec moi, là. Ta propre authenticité, hein? Oui, Ouais. tout à fait. Moi, je reviens un petit peu à apprivoiser le deuil parce que de plus en plus, les gens vivent que ce soit des ruptures, c'est pas obligé d'être une mort physique, hein? Ça peut être différents types de fin de quelque chose ou de quelqu'un. Mhm. Tu parles aussi des deuils animaliers, Ouais. qui veut dire que la personne, l'enfant, souvent ça va être les jeunes, ou les personnes âgées aussi, de plus en plus, je vois autour de moi en ce moment, là, je vois des personnes âgées que ça les affecte profondément. Que le dernier que j'ai entendu, c'est son chien. Ça faisait, je pense, 14 ans qu'il avait ce chien-là. Puis l'animal l'avait aidé à passer à travers une étape de vie et c'était la mort de sa femme. Mhm. Mhm. Fait que tu as dû en entendre des histoires dans ce Ah, genre-là. Je sais que toi, tu as commencé aussi à aller plus loin dans le deuil animalier. Tu peux-tu nous en ah parler?
Ouais, le deuil animalier, c'est un deuil émergent parce que les animaux, on dans les recherches, là, c'est sûr qu'on sait entre les humains, là, on sait que les animaux ont tout le temps, fait partie de la vie des humains pratiquement. Au début, c'était surtout pour, par rapport à l'alimentation, puis sur les fermes, les animaux étaient pour, la protection aussi, puis, les chiens, par exemple, les chats pour manger les souris, les rats, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, ces rats-là, ils sont devenus des animaux de compagnie. Les OK. souris aussi, Wow. heu, les chats puis tout ça. Puis, depuis 92, il f seulement qu'il y a des recherches qui se font par rapport aux liens d'attachement qui existent entre les animaux et les humains. Puis, les, s mon Dieu, je cherche le mot, attends un peu. S L'adaptation que l'humain a par rapport à l'animal quand il décède. Parce que ça c'est sûr que ça crée, un mal-être ou un malaise, puis aussi les aspects bénéfiques que les animaux apportent à l'être humain avant Mhm. qu'il décède. Oui. Puis je tombe dans le sérieux là, mais ça me j'ai trouvé ça bien, bien passionnant parce que là, j'ai écrit un livre là-dessus sur le deuil animalier, puis j'en parle un peu dedans, de cette histoire-là. Puis comme quoi ça fait pas longtemps que, c'est considéré dans la société que l'animal joue un rôle important. Souvent, l'animal, il va jouer le rôle d'un enfant ou si un enfant avait, par exemple, je ne sais pas si ton fils a un chien ou un chat, puis ton fils se suicide, ce chien ou ce chat-là va devenir ton dernier lien avec lui. Ouais. Oui. Quand cet animal-là va décéder, ça va rappeler ce deuil-là, là, ce décès-là de ton enfant. Puis les animaux, ben, ils ont souvent ce rôle-là d'être l'intermédiaire entre une personne décédée, puis que ce soit un conjoint, un enfant, un ami. Des fois, c'est. Puis les enfants, ça va souvent être eux autres, quand l'enfant arrive dans la maison, il y a souvent les gens, ils vont voir, ils vont se dire: «Ah, je vais aller chercher un chien ou un chat, il va grandir avec, ça va être son body». Puis pas qu'il oublie, parce qu'on le sait, quand on a un animal qu'à un moment donné, il y a une date de péremption, mais ça va souvent arriver à l'adolescence. Oui. Puis à l'adolescence, en plus de toutes les hormones qui travaillent, puis tous les changements qui se passent, vivre le deuil de son body, que ça fait 14 15 ans qu'il est là, c'est pas rien, là. Puis ça va souvent être son premier deuil. Mhm. À moins qu'il ait, comme moi, qui ait vécu plein de deuils là, d'amis, là. Puis, c'est un deuil qui va être banalisé ou qui va être, que l'adolescent ou même la personne âgée ou n'importe qui va se faire dire: «Ben, viens-en, viens-en, c'est un chien, viens-en, c'est un oiseau, viens-en», puis Entends ça, oui. c'est la première chose que les gens vont entendre, c'est ça. Va t'en chercher un autre ou, Mm. tu sais, «Ah ben regarde, j'ai un chien, ma chienne va avoir des chiens, je vais t'en donner un», ou tu sais, c'est des mais ça se remplace pas comme ça. Si on à la place d'un animal qui a 15 ans qui décède, on dit si c'était un humain de 15 ans qui décède, la perception serait pas la même, hein. Fait que le deuil animalier, ben, c'est ça. Puis la personne qui vit son deuil, le deuil de son animal, elle-même, elle va se remettre en question, puis elle-même, elle va dire: «Ben, je dois être folle, tu sais, de pleurer tant que ça pour un chien, pour un chat», puis mais c'est parce que là, elle se laisse influencer par la perception de la société, puis par ce qu'elle va dire, puis parce qu'elle va se faire, refléter, là. Mhm. Fait que moi, mon objectif avec le livre, puis avec le deuil animalier, puis tout ça, c'est d'en parler. C'est vraiment d'être une voix pour ces gens-là, puis de dire: «C'est un vrai deuil, c'est un nouveau deuil», dans le sens que c'est reconnu de plus en plus ce lien-là qui unit l'animal à puis le bien-être que l'animal porte à l'humain. Fait que c'est d'oser en parler, puis d'oser en parler, des fois, c'est en parler aux bonnes personnes. Puis il y a des personnes qui n'oseront même pas aller chercher de l'aide. J'ai 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 tellement eu de commentaires, là, il y en a que ça fait 5 ans que leur chat est décédé, puis ils sont encore en dépression. Ah oui, OK. Mais Et comment c'est ça se passe? Qu'est-ce qui se ça peut passe? devenir pathologique, là. Tu sais, ça peut être oui, la personne va focuser sur le décès de son animal,
Mais c'est quoi en dessous? C'est quoi? Qu'est-ce que ce deuil-là ramène? Est-ce qu'il y a un deuil qui n'a pas été apprivoisé en dessous de ça ou des deuils? Puis que là, ben, on pleure l'animal, mais en fait, c'est d'autres choses, puis on ne veut pas en parler ou on n'est pas bien. Oui. Puis il y a, tu sais, il y a beaucoup plus de personnes aînées. On s'en va vers ça. Moi, j'ai toujours vécu avec des animaux. Si, je ne sais pas, mettons à 80 ans, là, on me dit que là, je dois aller en centre pour personnes âgées, que ce soit en condo ou n'importe où. Le trois quarts du temps, ces animaux-là, ils ne sont pas acceptés. Oui, c'est vrai, puis il y a un deuil à faire. Hé, Caroline, tu sais, tu pars de chez vous, déjà, c'est un deuil, mais de déménager, c'en est un deuil. Mais de te séparer ou de dire, moi, j'ai vécu 80 ans avec des animaux, puis pour, je ne sais pas, les 20 prochaines années, j'ai plus le droit. Là. Tu sais, c'est une grosse habitude, là, parce que ça comble un vide, ça met de la vie dans une maison, ne veut pas un animal. Fait que moi, je trouve que les travailleurs sociaux, les psychologues, les intervenants auprès des aînés, que ce soit dans les CLSC ou n'importe où, là, en gériatrie, c'est une, c'est- je pense qu'il va falloir qu'ils s'arrêtent un peu à ce deuil-là, entre autres. Parce que ils vont faire un portrait social de la personne en oubliant de dire ah, vous avez vécu avec des animaux pendant 70 ans, mais là, tu sais, ils font juste cocher avec un animal tox, puis C'est comme si je t'entendais dire que tu as envie d'apporter un changement dans la société face au à deuil ce animal. deuil-là, Oui, c'est certain. C'est certain. Il y en a, ça a déjà été discuté. Il y a France Carlos qui avait écrit un livre sur le deuil animalier en, je ne me rappelle plus quelle année. Il y a Annick Lavergne, qui est une psychologue, elle a fait sa maîtrise là-dessus. C'est la seule au Canada en français qui a fait une maîtrise sur le deuil animalier. Mais à part de ça, quand on lit en français, là, il n'y a pas beaucoup, dans la francophonie, il n'y a pas grand-chose qui parle du deuil animalier. Puis, c'est peut-être parce que moi, ça me touche personnellement parce que j'ai toujours vécu avec des animaux, mais c'est un collègue, un vétérinaire en Europe qui m'a approché par rapport à ça, qui m'a mis la puce à l'oreille. Puis c'est incroyable depuis que j'ai mis le site Deuil Animalier en ligne, j'ai mis une page sur Facebook, en tout cas plein d'affaires, Pinterest et tout ça. Puis le, comment les gens m'approchent. Quand je parle juste du deuil, juste du deuil, quand je parle de la mort, oui. du deuil, c'est comme de quoi qu'elle parle, cette madame-là. Je ne suis pas sûre que je veux l'entendre parler, ça ne me tente pas. Quand je parle du deuil animalier, on dirait que c'est plus facile d'entrer en contact avec les gens. Puis tant mieux, parce que ça rouvre la porte après ça à parler des autres deuils de la vie, puis à être sensibilisé aux autres deuils, tu sais, comme le deuil blanc ou n'importe quel deuil. Ça, ça Attends, permet. attends, je t'arrête là. Tu veux dire quoi par un deuil blanc? Il y a différents types de deuil? Ah mon Dieu, ben oui, il y en a plein. Le deuil blanc, c'est le deuil d'une personne qui est encore vivante, mais qui est en perte d'autonomie ou en perte, qui va vers la démence ou vers l'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer. OK. On appelle les proches aidants, on va dire qu'ils vivent un deuil blanc. Parce que cette personne-là, c'est ta mère, ta soeur, ta tante, c'est quelqu'un que tu connais, mais qui change tranquillement. Là. C'est quelqu'un, par exemple, si c'était ta mère, puis que tu es en bon terme avec, ta mère, c'était ton phare. C'était tu te fiais sur elle, tu avais des questions, tu lui demandais, puis qu'on ait n'importe quel âge, là, je suppose que ça doit être comme ça. J'ai perdu ma mère jeune, mais je suppose que ça doit être ça. Puis, mais là, elle devient une autre personne. C'est plus la mère que tu connaissais. Oui, je te suis. Elle va perdre son permis de conduire, elle va oublier plein de choses que tu vas essayer d'y rappeler. Éventuellement, elle va être alitée. Puis, tu sais, mais elle est toujours vivante. La personne que tu vois, physiquement, c'est toujours ta mère. Mais ce qu'il y a dedans, c'est plus elle.
Fait que Et ça s'appelle un deuil. c'est un deuil blanc, ouais. Et les autres types de deuil, ça serait quoi? Ah mon Dieu! Ben, il y a le deuil périnatal pour, les fausses couches, que ce soit une fausse couche, provoquée ou non. C'est ce qu'on appelle un deuil périnatal, quelqu'un qui met un enfant au monde qui décède pas longtemps. Le deuil périnatal est souvent jusqu'à première année, là, qui va être considéré un deuil périnatal. Mais tu sais, des fois, un enfant peut naître, puis pour X raisons, il va mourir j'ai un ami que son enfant est mort à 13 jours, un autre qui est mort pas long mon Dieu, 2 ans après sa naissance, elle avait une maladie, puis tu sais, c'est un autre dernièrement qui est, mon Dieu, je pense qu'il y avait même pas un mois, là. Il était allé en visite, ils sont venus, puis l'enfant est décédé dans les bras de la maman. Tu sais, c'est des deuils, c'est ce qu'on appelle un deuil périnatal. Moi, je suis là-dedans. Moi, j'entends parler de ça à l'année longue. J'ai été prendre des formations. J'ai une amie, Manon Cyr. Elle, c'est une experte en deuil périnatal. Elle va former plein de gens en CLSC, puis elle prend, elle va à plein de séminaires aux États-Unis aussi, pour vraiment comprendre. Puis elle-même, elle a vécu à 6PC. C'est pas pour rien qu'elle s'est en allée là-dedans, hein. On a chacun notre histoire. Oui. Euh, Manon, elle a écrit un livre, C'est fausses couches, vrai deuil. Puis, il y a Marie-Claude qui avait écrit la préface aussi, là, puis, fait que je suis bien entourée de professionnels pour s'il y a des choses qui m'échappent, ben, j'ai les références, là. Il y a José Masson avec les enfants, les jeunes endeuillés, qui a créé Deuil Jeunesse. Tu sais, je suis vraiment bien, bien entourée. Il y a la coopérative funéraire du Québec. Tu sais, c'est ça. J'ai des amis thanatologues, fait que psychologues, travailleurs sociaux, tu sais, nommons-les toutes, là. Fait que s'il y a quelque chose qui passe pas dans ma tête, je peux aller me référer, puis C'est un excellent réseau, c'est ça que j'entends, oui. Et c'est vrai ouais, aussi pour te connaître personnellement, là, c'est vrai que tu as un très, très grand ouais, réseau. Dis-moi, ouais. Lynn, tu sais, dans ce milieu-là, travailler dans le milieu du deuil, plusieurs types de deuil, là, comment arrives-tu à être régulièrement dans cette communication, dans ce genre d'environnement-là excuse-moi le mot, mais des fois, ça peut être assez morbide, hein? Ouais. C'est parce Comment que, ça, là? Vas-y. tu sais, Félix Leclerc, il disait, il y a plein de vie dans la mort. Puis c'est vrai. Fait que ce soit la mort ou n'importe quel deuil, ça veut dire que si tu arrives à un moment donné de ta vie puis que tu vis un deuil, ça veut dire que avant ça, tu as vécu des belles affaires. Que ce soit des liens. Si tu perds ton emploi, ça veut dire que tu aimais travailler où ce que tu étais. Si tu vis ce deuil-là, si tu n'aimais pas ça, tu vivras pas, tu vas vivre un deuil, mais ça ne sera pas pareil. L'émotion, l'attachement ne sera pas pareil. Fait que moi, je me dis, c'est le privilège d'avoir connu la personne, c'est le privilège d'avoir vécu cet événement-là ou tous ces événements-là de ta vie avant. Puis, moi, c'est sûr que j'aime la vie, j'ai toujours aimé la vie. Puis, je sais que je suis une personne très résiliente, là. Tu sais, tu sais, quand une psychologue te dit, je comprends pas comment ça se fait que vous êtes encore vivante, ça fait bizarre. Ça fait comme un peu, là. Moi, je suis là pour me faire aider, puis toi, tu me dis ça. OK. Mais tu super fine, là, mais c'était comme à dire, je ne sais pas comment vous avez fait. Fait que je pense qu'il y a il y a une foi en la vie, en l'être humain, en j'aime la vie, tu sais, il faut que j'aime la vie. Puis je sais qu'en l'aimant comme je l'aime, je peux probablement, ben je sais, c'est un grand mot, mais je me dis, je peux probablement inspirer du monde à l'aimer aussi. Tu sais, j'en ai inspiré des parents qui ont perdu des enfants, j'en ai inspiré des parents qui ont des enfants différents, puis qui volent de leurs ailes maintenant, puis qui ont dit ah, c'est ça que j'avais besoin. Mais tu sais, c'est du cas par cas, là. Tu peux pas dire, je dirais jamais la même affaire
à chaque personne que je vais accompagner. Moi, j'avoue que tu fais partie des gens qui, je peux pas dire impressionnent, je veux dire, qui m'apportent beaucoup dans la vie sur ce sujet-là. Et quand j'ai des questions, je te contacte, que ce soit à travers la clientèle ou des gens qui m'entourent. Puis, j'avoue que tu m'intrigues dans le qu'est-ce qui t'attire tant de travailler dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui m'attire tant? Passionne, c'était mieux. Qu'est-ce qui te passionne de ce domaine-là? Parce que J'attire, là, quand j'ai vécu mes premiers, ben, pas mes premiers, mais quand j'étais adolescente, que j'en ai eu, là, il y a un été, là, je pense, j'ai 5 amis qui sont morts. Ouf, là, j'avais comme mon quota, là. Euh, d'être, j'ai eu comme peur de m'attacher aux gens aussi, là, parce que, ah! tu sais, quand on perd un paquet en pas grand temps, puis moi, je n'étais pas partie d'une gang, j'étais dans différents, j'aimais plein de toutes sortes de monde, puis que là, c'est toutes sortes de monde-là meurent, ça fait comme, mon Dieu, qui c'est qui va m'aider, là? Parce que mes parents, là, ils vivaient des grosses émotions aussi, là, tu sais, ils ont eu peur, eux autres aussi, veulent pas, et ça mourait quasiment comme des mouches. Mmh. Fait qu'ils ont dû avoir peur, eux autres aussi, que je meure de n'importe quelle façon, là, mais parce qu'à un moment donné, veut pas, j'étais venue assez down, là. Puis, je pense que ce manque-là que j'ai eu, que j'ai ressenti en tout cas. Puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, mais ils étaient débordés, eux autres, là. J'ai l'impression avec tout ça. Je pense que moi, je veux être là pour les gens qui ont besoin. Je pense que c'est à ça que je réponds en ma mission, là. Je pense Oui, que c'est à ça que je réponds. OK. Ouais. À être là, à être une écoute, à être une oreille, puis je suis pas là pour donner de dire fais ça, fais ça, fais ça. Tellement pas. Je suis surtout là pour dire qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Parce que je l'ai fait, tu sais, on se bâtit aussi, là. Puis je me dis, ben, je suis quand même une preuve vivante. Puis depuis que la psychologue m'a dit ça, moi, ça a fait comme OK. Ça a tellement fait comme bizarre. Puis, tu sais, j'ai des amis psychologues, j'en ai parlé avec eux autres, là, puis c'est correct. Mais que je pense que je peux accompagner les gens dans leur réflexion sur leur vie, sur la vie aussi, là. Puis, Ah, j'en suis certaine, moi, j'en suis tellement convaincue. mmh, D'ailleurs, ça me fait penser en t'entendant parler de ta psychologue, tu as dû vivre des défis jusqu'ici dans ce métier-là. des quoi? Dans des défis, tu as dû vivre des défis. Parce que c'est pas évident non plus d'avancer puis de s'afficher dans ce domaine-là, Alors, alors que tu disais avant que ah ben tu devrais pas parler de ça, tu devrais oui, changer de mot. Comment tu as oui, passé à travers le défi? parce que je savais que je pouvais faire du bien. Euh, Parce que oui, c'est sûr que quand, tu sais, la première conférence de ta vie, là, ça a été au TEDx Québec. J'avais jamais fait de conférence. J'avais fait de l'impro longtemps, mais des vraies conférences, là, Oui. j'en avais jamais fait. Puis, cette conférence-là, ben, veut pas, elle a été entendue par différents professionnels. Puis, oui, je me suis fait un peu, ben, pas reprocher, mais me faire dire, t'es qui, toi, pour parler de ça? T'es qui, toi, pour aller parler du deuil? Puis, ça a pris pas mal de temps avant que je m'affiche comme professionnelle. Puis, c'est à un moment donné, j'ai suivi, ben, je n'avais suivi avant, mais là, j'avais suivi une formation avec la Maison Montbourquette, qui Mhm. fait de l'accompagnement pour les endeuillés, puis qui donne de la formation. Puis, je connais quand même pas mal la formatrice, une des formatrices. Puis, elle me dit, Lynn, elle dit, comment ça se fait que tu n'es pas annoncée sur notre bottin? Elle dit, j'ai été étonnée. Elle dit, je savais que je m'en venais dans ton coin, puis j'ai été étonnée de voir que tu n'étais pas là. Fait que ça a fait, OK, elle reconnaît ma compétence. Fait qu'à partir de là, j'ai dit: «OK, c'est correct, je vais l'afficher, puis je vais l'assumer, puis go, j'y vais avec ça». Puis,
veux pas, tu sais, les gens communiquent avec moi pour que soit que j'écrive des articles dans des magazines ou sur leur site internet, puis tout ça. Fait que, il y a eu un gros événement dans le coin où j'habite, puis là, les journalistes étaient là de toutes les stations de télé, puis il y a un journaliste qui me dit, ça m'a tellement touchée qu'il me dise ça. Il dit habituellement, il dit quand on vient à des conférences comme ça, il dit on rentre, on fait un petit pitch, tu sais, on filme un peu, puis on sort le temps de la conférence, puis on revient pour parler avec les gens, pour voir leur appréciation. Il dit il n'y a pas un, il y a- c'est vrai, il n'y a pas un journaliste qui est sorti, puis il n'y a pas un caméraman qui est sorti. Il dit moi, il dit finalement, il dit, j'étais là, il dit j'ai pas d'enfant, j'ai pas de conjointe, mais il dit je vous ai écouté en pensant qu'un jour, quand j'aurai des enfants, je saurai comment leur parler du deuil puis de la mort. Je Wow, trouve, ouais, quel beau compliment il m'a fait, cet tout homme-là, là. à fait. Fait que c'est à force, tu sais, il y avait un sentiment d'imposteur qui était là, là. Mais à force de se faire dire, t'es à ta place, on finit par dire, OK, c'est correct. Je vais la prendre pour vrai. Puis, Qu'est-ce que tu as fait de ton sentiment d'imposteur, justement? ben, je l'ai tassé. Il n'est plus bien là. Puis un peu comme l'ego, là. Tu sais, on a souvent des gros égos ou des égos qui font dire tu ne seras pas capable, tu seras ci, hein, Ben ou il oui, faut que je paraisse bien, puis tatati, tatata. Ben, je pense que le sentiment d'imposteur, je n'avais perdu un bout avec l'ego. L'ego, lui, j'ai perdu complètement quand j'ai fait le TEDx. Parce que j'ai braillé avant, parce que la personne qui faisait sa conférence avant était tellement intéressante puis émouvante. Puis moi, je passais après. Puis là, j'avais braillé comme un veau. Puis après la pause, c'était à mon tour. Puis là, je me disais, avant que je sorte là, des salles de bain, j'ai dit, fuck l'ego, c'est pas moi que les gens veulent voir, c'est le message qu'ils veulent entendre. tout à fait ça. Oui. Fait Le que, message est tellement important. ouais, Oui, bravo. Hey. ouais. Le messager est aidant, là, s'il n'est pas intimidant, mais je trouve que le message, c'est ça qui est le plus important. Puis c'est ce que je fais sur mon blog beaucoup, là. Ça fait 6 ans que j'ai mon blog, là, puis j'ai pas mal d'articles. Puis je vois que plus ça va, plus les gens le partagent, plus. Fait qu'il y a comme une ouverture. Il y avait une Madame Piperny, c'est une Française, Rosette Piperny, je pense qu'elle s'appelle. Elle avait dit à un colloque qu'on était sur une vague, puis que, il y a 2, 3 ans, puis que cette vague-là, par rapport à la mort, puis au deuil, puis on s'en allait là, sur le haut de la vague. Puis elle avait tellement raison. On est vraiment là-dedans, là, puis c'est triste à dire, mais il y a tous les événements qui sont arrivés aussi, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou n'importe où, dans les guerres et tout ça. On entend plus parler à la télé. Les enfants en parlent plus dans les cours d'école, au secondaire et tout ça. Fait que c'est aidant pour nous autres, là, pour sensibiliser à ça. Oui. Puis le fait de travailler dans ce milieu-là, puis d'être sensibilisé, d'entendre toutes ces belles choses-là, qu'est-ce que tu as appris, toi, à travers le deuil? La vie. Moi, j'ai appris la vie, j'ai appris, j'ai appris c'est quoi, ben pas c'est quoi, mais comment ça goûte bon la vie. Oh, c'est Je beau. te dirais, là. C'est, ouais, c'est pas mal ça. Puis, il y a, comment elle s'appelle, Rosemary Charret, qui était à la tête de l'Ordre des psychologues. Elle disait quelque chose dans le genre, après, eh, mon Dieu, que c'est zen d'apprivoiser. La plus belle chose dans la vie, c'est d'apprivoiser les deuils. Ces deuils. Fait que quand je l'avais écouté à une conférence, en tout cas sur YouTube, puis là, j'étais là, ah mon Dieu, elle a tellement raison, cette femme-là. Puis là, j'ai compris bien des affaires. Juste cette Ah, phrase-là, ça a fait comme résonner tellement. Là, j'ai compris, ah, c'est ça que je suis, moi. Moi, j'aime la vie à cause de ça. Tu sais, il y en a que ça leur prend des grosses maisons, des affaires. Moi, c'est la vie que j'aime. Point. ah, merci, Lynn. Hey, ça, on est rendu à la fin déjà. Ah, mais ça finit bien. Ça
écoute, vraiment, merci du fond du cœur d'avoir passé à l'émission. Comment fais-tu? On pourrait en parler encore très longtemps. D'ailleurs, Mhm. c'est quand même donné. Et tu voudrais-tu dire un mot de la fin à ceux qui nous écoutent présentement? Ben, je leur dirais de se regarder dans le miroir, de se faire un beau sourire. À chaque fois qu'ils passent devant un miroir, là, de se faire un beau sourire puis de se dire je t'aime. Merci. Déjà ça, là. Oh oui, merci. À bientôt, très bientôt. Au revoir. Je t'aime. Merci d'avoir écouté l'émission Comment fais-tu? Pour rejoindre Lynn Pillon, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez la contacter sur son site internet lynnepillon.com ou encore deuilanimalier.com. En tout temps, contactez-la sur Facebook ou LinkedIn. Elle se fait un plaisir de répondre à vos questions. Pour ma part, Marie-France No, c'est un rendez-vous la semaine prochaine à l'émission Comment fais-tu?